Bienvenue à toutes et à tous. Avec toute l'équipe, nous sommes ravis de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. Vous vous en doutez, en cette rentrée, on va forcément continuer à parler du Covid-19. Mais ici, ce sera plutôt sous l'angle comment vous aider, comment vous accompagner dans cette période particulière et si inédite. Il y aura chaque jour des idées, des conseils, des astuces qui vous serviront tous les jours. On va aussi beaucoup parler emploi, découverte des métiers, des secteurs qui recrutent. Et puis, on restera toujours solidaire dans cette émission. On vous racontera toutes ces belles histoires d'entraide qui rendent la vie plus chaleureuse. Vous l'avez compris, on va essayer de rester au maximum positif dans cette émission. Et la grande nouveauté cette saison, c'est qu'on sera deux pour vous accompagner dans cette aventure. Et Evan Adliné sillonnera la région pour nous. D'ailleurs, on va le retrouver dès maintenant. Salut Evan, dis-moi où es-tu pour ton premier jour? Salut Anne Fanté. Eh bien, un premier jour de rentrée, on fait notre rentrée dans une cité scolaire, celle de Beaumont à Redon. Et je suis en compagnie de Madame Leflemme, la proviseure. Déjà, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. De rien, bonjour. Présentez-nous un petit peu cette cité scolaire. Écoutez, ici, c'est une cité scolaire qui comprend 3 établissements, un collège, un lycée professionnel qui prépare donc à différents métiers, comme la maçonnerie, la menuiserie, et un lycée général et technologique. Et ici, il y a plus de 1800 élèves. Voilà, 1850 exactement. Donc la rentrée, c'était la semaine dernière. Voilà. Est-ce que ça s'est bien passé? Oui, on peut dire globalement que ça s'est bien passé. Et surtout, on avait l'expérience de fin d'année précédente, donc on était relativement prêts, même si ce n'est pas simple, il ne faut pas se le cacher. Bon, alors justement, l'avantage d'être aussi sur le terrain avec vous chaque matin de cette année, c'est de vous faire vivre plein de situations, notamment celle de faire notre rentrée à l'école. Donc on vous suit, on va rentrer dans l'accueil de l'établissement pour voir comment sont appliquées justement ces mesures barrières. Et alors, on le voit déjà dès qu'on arrive, distributeur de gel hydroalcoolique au pied, mais ce n'est pas la seule mesure. Non, bien sûr, on a multiplié l'ensemble des informations. On a du gel hydroalcoolique, évidemment, dans tous les espaces, dans toutes les classes. On a des affichages, on a de la prévention, des explications, du passage des infirmières. Enfin voilà, on a multiplié les modalités d'intervention et de prévention. Alors, est-ce que les élèves appliquent bien tous ces gestes ou est-ce qu'il y a encore des récalcitrants? On peut dire que dans l'ensemble, les élèves jouent vraiment bien le jeu à l'intérieur de l'établissement, dans les classes, aux extérieurs. Après, évidemment, quand ils sortent de l'établissement, c'est une autre question. Vous aviez envie de faire passer un message aux gens qui nous regardent parce que une école, un collège, un lycée, c'est un peu comme partout ailleurs. Vous avez appliqué des règles comme partout, mais finalement, il n'y a pas de psychose à avoir plus qu'autre chose. Non, c'est une grosse contrainte pour les personnels, pour nous tous, mais comme partout ailleurs. En effet, l'école obéit aujourd'hui aux mêmes impératifs que les magasins, les espaces extérieurs. Nous n'avons pas de différence. On a le port du masque obligatoire. Même dans la cour, dès l'entrée du portail. Voilà, dès l'entrée du portail, dans la cour, dans les classes. Quelques espaces comme en restauration partout où on enlève le masque. En EPS, par exemple, également, pour certaines activités, à l'internat. Mais pour le reste, c'est la même chose que partout ailleurs. Le gel, le masque et, quand on peut, quelques distanciations. Est-ce que ça vous a demandé un peu plus de travail? J'imagine que oui, mais comment est-ce que vous vous êtes organisé? Comment est-ce que vous avez coordonné toutes vos équipes? Écoutez, comme je vous disais, on avait l'expérience d'un démarrage, notamment sur les collèges en fin d'année. La coordination, ça demande beaucoup de temps. Ce que ça nous a demandé, c'est beaucoup plus de travail. Et donc vous avez travaillé plus pendant les vacances d'été? Alors surtout à la fin des vacances et au retour pour préparer l'ensemble. Bon très bien. En tout cas, vous allez rester avec nous puisque dans quelques minutes, on va se retrouver en salle de classe. Et oui, je vous avais promis une rentrée, donc évidemment, ça se passe en cours. Et puis, moi, je vais mettre un petit peu de gel sur les mains. On se retrouve tout à l'heure. Anne Fanté, à tout à l'heure. Et prends ton cartable, surtout. À tout à l'heure, Evan, merci, il est déjà pris. Alors, vous l'aurez compris, on va donc revenir sur cette rentrée 2020 masquée sous Covid-19. Une rentrée pas comme les autres. Avec le cartable, la trousse et le cahier, le masque rejoint la liste des indispensables pour étudier. Petite piqûre de rappel. Même avec un masque, il est content de retourner à l'école. Faut dire que les copains lui manquaient. Plus de 12 millions d'élèves ont enfin repris le chemin de l'école.
Même si 75% des Français ont été satisfaits du travail des enseignants à distance, les parents peuvent enfin souffler et les élèves retrouver en chair et en os enseignants et petits camarades. Une vraie rentrée, mais qui doit se faire dans le respect des règles sanitaires. Le masque est obligatoire pour tous les élèves à partir de 11 ans, c'est-à-dire au collège et au lycée, même à plus d'1 mètre en classe et à la récréation. Et c'est valable aussi pour les enseignants et le personnel dès la maternelle. Au programme également, nettoyage et aération des locaux. Mais en cas de circulation très active du virus localement, rebelote, on ferme les établissements au cas par cas. Un plan de continuité pédagogique est déjà prêt pour assurer l'enseignement à distance. Une rentrée, oui, mais avec une porte de sortie au cas où. Porte de sortie au cas où. Une semaine s'est écoulée depuis cette rentrée inédite. Quel bilan peut-on déjà tirer? Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Magali, je m'adresse d'abord à vous. Vous êtes la présidente de l'association des parents d'élèves en Ille-et-Vilaine. Je m'adresse aussi à la maman. Oui. Qu'est-ce que vous vous dites une semaine après cette rentrée tant redoutée? Ouf, le plus dur est passé? Alors non, le plus dur n'est pas passé. Je pense qu'on va voir dans le courant de l'année, toute l'année, on va le sentir. Moi, en tant que maman, j'ai pas été inquiète parce que mes enfants voulaient retourner à l'école. Hein. Donc, pour ça, et je trouve que les établissements ont fait un travail formidable. Donc, il faut aussi les reconnaître. Et puis les parents. Parce que les parents, depuis le déconfinement, même pendant le confinement, ont fait quand même un travail avec leurs enfants. Donc c'est vrai, quand on entend, je vais le dire, mais quand on entend un ministre de l'Intérieur qui dit qu'ils sont démissionnaires, les parents, non, ils ne sont pas démissionnaires et ils ont été là depuis le confinement. Alors, il faut savoir que 607 000 petits Bretons ont repris le chemin de l'école depuis le 1er septembre. Comment vos enfants ont vécu ce retour en classe? Quels ont été les ressentis? Mais ils l'ont bien vécu. Après, c'est vrai que, moi, j'ai des enfants un peu dans toutes les écoles. Donc, en primaire, ma fille n'a pas de masque. Donc, pour elle, c'est une rentrée un peu comme toutes les autres, sauf qu'elle est différente. Après, au collège et lycée, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de questions. Pourquoi le masque toute la journée? La peau ne respire pas avec le masque, et puis tous les élèves se retrouvent à l'extérieur, donc ils se mélangent. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions dans ce sens-là, et c'est vrai qu'un peu de coordination et faire fonctionner la communauté éducative, bien sûr, pour les protocoles sanitaires ou autres, ça aurait été les bienvenus. Alors justement, certains enseignants ont usé d'imagination à la rentrée pour tenter de rassurer au maximum, comme cette professeure de français au Collège d'Anne de Bretagne à Rennes. Regardez. Le masque, on ne voit pas bien, on voit pas. Déjà, ça va être difficile de poser une autorité, de poser des éléments d'enseignement et de pédagogie sans voir le visage et sans voir le sourire ou la colère, etc., etc. Donc je me suis dit au moins qu'ils voient le visage, au moins ça, quoi. Mais ça ne va pas durer longtemps, hein, parce que ça fait un peu ridicule quand même. Hein. Ça fait rire tout le monde sur le plateau. Alors, beaucoup de parents s'inquiètent de l'impact du masque sur la transmission, la pédagogie. Peur que cette barrière fragilise finalement la relation élève-enseignant. Vous partagez, vous aussi, cette inquiétude, Magali Ché? Oui, parce qu'il faut quand même le dire, même entre nous, même si on est côte à côte, le masque, on n'entend pas correctement quand on parle. Donc évidemment, ça... Et puis, quelle incidence par rapport à des élèves qui ont plus des difficultés que d'autres? Alors certes, on a entendu les masques transparents, mais ça ne va pas tout résoudre, les masques transparents. Ça ne va pas résoudre le son de la voix pour que des élèves qui ont plus de difficultés arrivent à quelque chose. Donc nous, à la FCPE, on demandait que les classes soient plus allégées. Donc il aurait fallu des moyens humains, ce qu'on n'a pas réussi à avoir. 20 élèves par classe, je pense que ce n'est pas trop demandé et ça serait bien pour nos élèves, puisque les enfants, c'est quand même notre avenir. Est-ce que vous craignez des conséquences psychologiques à long terme? Ah oui, oui, oui. C'est la question qu'on se pose. Quelle est l'incidence qu'il va y avoir due à ce masque quand on va l'enlever? Est-ce que nos corps vont être aussi capables après de combattre les futures maladies? Donc c'est là aussi, puisque moi j'ai entendu ce que le Premier ministre avait dit, M. Édouard Philippe, il fallait apprendre à vivre avec ce virus, et un médecin qui disait qu'il fallait laisser le virus
un petit peu dans l'air. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec les masques partout, en ville et autres, alors qu'en ville, on est à l'air libre quand même. Donc, c'est un changement de discours qui ne vous plaît pas. Mais non, parce que c'est pas cohérent depuis le début. Donc, il faut laisser le virus se transmettre et se diffuser. Mais en fait, on bloque tout avec le masque. Donc, voilà, le discours, on aimerait bien qu'il soit un petit peu plus cohérent et discutable. Alors, de votre côté, Lucie Lépec, vous êtes responsable pédagogique au Centre de formation pour adultes AP-Forme Laval. Ça a été facile d'organiser cette nouvelle année scolaire en mode Covid? Alors effectivement, on avait déjà mis les choses en place en mai-juin, ce qui nous a permis de redémarrer plus facilement. On a affaire, nous, à du public adulte, ce qui est quand même plus simple pour mettre les règles en place. Et spécialement, les auxiliaires vétérinaires ont déjà bien l'habitude de mettre en place des protocoles d'hygiène, donc de les respecter. Donc le public s'y prête plutôt bien. Et le Covid-19 augmente la charge de travail des équipes éducatives au quotidien? Eh bien là, on est content de les avoir retrouvés en présentiel, ce qui simplifie un petit peu les choses, contrairement à ce qu'on a pu vivre pendant le confinement. Alors, on retrouve maintenant depuis Brest Lilian Brassier. La rentrée pour vous, c'est aujourd'hui, mais vous êtes quand même là avec nous. Merci beaucoup. Vous êtes en 3e année de biologie. Vous êtes président de la FEDEB, Fédération des associations étudiantes de Bretagne occidentale. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Lilian? Vous êtes plutôt serein ou inquiet en cette rentrée? Alors moi personnellement, déjà bonjour à tous, pardon. Moi personnellement, je suis un petit peu plus serein que cette fin de mois d'août, étant donné que la rentrée s'est passée aujourd'hui et elle s'est bien passée. La plupart des étudiants, en tout cas pour Brest, vont rentrer dans les semaines à venir. Là, on n'est vraiment pas à 100% des étudiants qui sont rentrés. Donc, on est plutôt serein sur la manière dont la rentrée va se passer. Après, c'est vrai qu'on est plutôt inquiet sur la suite. Comment est-ce que les cours vont être mis en place? Est-ce qu'il va y avoir plus de distanciel, plus de présentiel? Et puis même pour les partiels, comment ça va se passer? Ça, c'est un petit peu inquiétant. Alors, parmi les sujets qui ont fait débat, c'est la non-gratuité des masques. Magali Hichet, les masques auraient dû être gratuits pour tous les élèves et étudiants? Mais bien sûr, parce que ce n'est pas une fourniture scolaire, on l'a demandé, et puis c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Ils auraient dû fournir des masques lavables pour chaque élève. Si l'État ne l'a pas fait, est-ce que le département pourrait le faire pour les collégiens et la région pour les lycéens? Après, les étudiants, c'est également pareil. Oui, justement, on va voir avec vous, Lilian Brassier. Vous avez calculé à combien estimez-vous les frais par mois pour un étudiant, Lilian? Les frais par mois pour un étudiant pour les masques, c'est de 31,75 €. Ça fait à peu près, c'est ce qu'il faut pour porter un masque toutes les 4 heures quand on est en cours. Ça équivaut à 10 repas à peu près au restaurant universitaire, donc c'est trop. Je sais qu'il y a des métropoles ou des villes qui mettent en place des distributions gratuites de masques, mais c'est pas suffisant parce que voilà, tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que fait sa ville ou sa métropole, et surtout, c'était pas vraiment aux villes de fournir ces masques-là. Et cette rentrée 2020, elle coûtera cher aux étudiants? Plus que d'habitude? Oui, cette rentrée 2020, elle va coûter cher. On l'a estimé à peu près à 2149,12 €. C'est une augmentation de 1,83% par rapport à l'année dernière. Alors, on l'a estimé ce prix-là pour un étudiant de 20 ans, décohabitant et non boursier. Les frais de vie courante, c'est les frais qui ont le plus augmenté. C'est quand même dommage parce qu'après la crise du Covid 2020 et pendant le confinement, 75% des jeunes ont déclaré avoir connu des difficultés financières. Et en plus, l'été, ça a été quand même un grand moment de tension au niveau des emplois saisonniers ou même étudiants. Et il y avait à peu près 3/4 des jeunes qui demandaient une aide pour l'accès à l'emploi, ce qui n'a pas été fait. Donc effectivement, la rentrée va coûter encore plus cher et les étudiants vont être encore plus précaires. Donc on est un petit peu inquiet là-dessus. Alors une rentrée précaire, et ce qui inquiète aussi beaucoup tout le monde, c'est cette deuxième vague. Alors le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé dès vendredi la fermeture d'une centaine de classes, soit 22 établissements. La Bretagne n'est pas épargnée. On sait que l'hiver va arriver avec son lot d'affections saisonnières et des symptômes qui ressemblent à ceux du Covid-19. Comment ne pas céder à la panique, Magali Hichet? Mais je pense qu'il faut aussi, on a des hôpitaux qui sont là, on a des médecins, on a des laboratoires. Je pense que voilà, notre confiance, elle est là-dessus, elle est avec eux. Fermer les écoles, il faut quand même faire attention. Monsieur Blanquer, il dit plein de choses, mais après c'est contradictoire. Mais qu'est-ce qui est contradictoire? Parce qu'en fait, il faut faire attention. On ne peut pas fermer des écoles comme ça. Il faut penser qu'il y a des parents derrière. Les parents travaillent. Moi, je vais prendre
je vais prendre un petit peu ma situation. Moi, je suis une maman seule, avec 5 enfants. Donc, évidemment, j'en fais quoi de mes enfants? En primaire, je vais les laisser chez moi toute seule. Enfin, c'est pas possible. Moi, je peux pas laisser mon travail non plus et je peux pas faire du télétravail. Donc, à un moment donné, il faut prendre aussi ses responsabilités. Les parents ont pris leurs responsabilités depuis le mois de mars et je pense qu'il faut aussi les entendre. Aujourd'hui, il y a des parents qui ont perdu leur emploi. Ou alors ils sont encore en chômage partiel, donc ça aussi il faut l'entendre. Et M. Blanquer n'entend pas tout le monde. Ils écoutent, hein. Alors ça, il n'y a pas de souci. Mais entendre, ils ont un petit peu de mal. Et Lilian Brassier, vous, qu'est-ce qu'implique la fermeture des établissements pour un étudiant? La fermeture des établissements pour un étudiant, ça implique beaucoup de choses. Alors, en mars, on a vu qu'il y avait certains profs qui ne voulaient pas faire de cours en distanciel. Maintenant, là, l'université a un petit peu réglé les choses. Du coup, ils ont prévu ce qu'il faut pour faire des cours en distanciel si besoin. Après, ça ne doit pas se faire au détriment des cours en présentiel, parce que voilà, pédagogiquement, un amphi et un cours sur Zoom, c'est pas la même chose. Et ça implique aussi beaucoup de choses. Nous, par exemple, en tant qu'association, on a eu beaucoup de galères à annuler tous nos événements. Et surtout, il y a eu beaucoup d'étudiants qui ont eu besoin de nous, parce qu'on gère une épicerie sociale et solidaire pour les étudiants. Ça s'appelle l'Agorae. Et voilà, nous, pendant le confinement, on a vu qu'il y avait eu une explosion du nombre de bénéficiaires tout au long du confinement. On est passé à une trentaine de personnes aidées par semaine à une centaine de personnes aidées par semaine. Donc en fait, la fermeture de ces universités-là, ça implique la fermeture de tous ces services pour les étudiants et aussi d'un lieu de vie pour les étudiants, et donc une perte un peu de lien social et tout ce que ça peut impliquer. Et Lucie Lepec, si demain un cas de Covid est détecté dans votre établissement, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez un plan B Alors effectivement, on peut reprendre les cours à distance comme on l'a déjà effectué. Oui, une grande partie avait été mise avec des regroupements Zoom, des points d'étape, mais effectivement, sur des métiers professionnels, ça ne remplace pas tout. Alors, je vous propose maintenant d'aller jeter un coup d'œil à la cité universitaire de Beaumont-Redon, où nous retrouve Evan. En effet, oui, nous sommes toujours à la cité Beaumont à Redon, évidemment. Je vous avais promis de faire notre rentrée. Donc là, on est dans une classe de seconde, une seconde qui est très, très disciplinée, visiblement. Je vous propose de faire un petit tour pour voir comment ça se passe du côté des lycéens. Alors, on va commencer avec toi. Explique-nous un petit peu, c'est quoi le premier geste que tu fais le matin quand tu viens au lycée? Déjà, il faut mettre nos masques. Et quand on rentre dans les salles, on se lave les mains. Et des fois, certains adultes du lycée, ils nous demandent de gérer un peu la distanciation sociale parce que c'est toujours mieux. À la récré, c'est pas trop compliqué? À la récré, la distanciation sociale, c'est un peu compliqué. Mais ça va, vu que la cour est très grande, vu qu'il y a de la place, ça va. Bon ça marche. Merci en tout cas, on va continuer à faire notre petit tour. Anne Fantet, tiens, dis-moi, il y a une matière dans laquelle on a le droit de ne pas mettre son masque. À ton avis, c'est laquelle? J'imagine que c'est le sport. Et oui, d'un côté, on l'avait dit tout à l'heure, c'est vrai, bonne réponse. Ton prénom, c'est Ok. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe le sport? En fait, je sais pas parce que moi, je suis dispensé de sport, c'est pour ça. J'ai bien choisi. Bon, comment est-ce que toi, tu le vis alors, le lycée en mode Covid? Ça va, ça change pas non plus beaucoup de choses, mais c'est juste le masque. On a beaucoup de mal à respirer, surtout quand il faut traverser tout le lycée, au nez essoufflé. On peut plus respirer au bout. Peut genre se cacher et faire un petit... Comme ça? Un petit peu, de temps en temps, quand même. Bon, on le dira pas. Merci beaucoup. Alors, c'est pas simple aussi pour les personnes qui ont des lunettes. Comme toi, Ilona, comment tu fais pour pas avoir de la buée sur tes lunettes? Moi, je dis ça parce que j'en ai aussi d'habitude. On subit. On subit? T'as pas une petite technique? Non. Pourtant, là, t'as pas de buée. Ouais, je sais pas. Parfois, il y en a, parfois pas. Mais c'est vrai que quand on traverse et tout et qu'on est essoufflé, on voit plus rien pendant 10 minutes, quoi. Bon, alors, avant l'émission, j'ai demandé à ma grand-mère, elle a une petite astuce, c'est de mettre du savon sur tes lunettes le matin et ensuite de l'enlever. Donc, le savon va te protéger. Tu t'essaieras, tu me diras. Ça marche. Merci beaucoup. Dernière petite question. J'aimerais aussi voir comment est-ce que vos parents ils appréhendent le fait que vous reveniez à l'école. Ton prénom, c'est Élise. Élise, comment ça se passe à la maison? Est-ce que tes parents ils stressent parce que tu viens au lycée? Non, ça va. Ils nous disent juste d'essayer de pas trop faire la bise, de pas trop... Mais dans l'ensemble, non, ça va. Tant mieux, super, merci beaucoup. Maintenant, on va aller voir monsieur le professeur.
Madame Leflemme, on vous retrouve, à tout à l'heure. Comment on l'appréhende une rentrée en mode Covid avec que des élèves masqués? Est-ce que ça vous... C'est très étrange. C'est une rentrée ordinaire, parce qu'on fait notre métier de professeur et puis on accueille les élèves comme on les a toujours accueillis. Mais c'est étrange de voir des élèves toujours masqués. On a hâte qu'ils enlèvent leur masque et de découvrir leur vrai visage. Difficile de retenir leur nom. C'est parfois un peu compliqué aussi de savoir si le message est bien passé. Qu'on les voit discuter. Instaurer un code gestuel. Voilà. Si tu as compris, lève la main, sinon non. Ouais. Mais autrement, la rentrée à la fois ordinaire et très extraordinaire aussi, parce qu'on est vraiment dans une situation compliquée, quoi. Ok, écoutez, merci beaucoup. On va vous laisser continuer le cours et on va partir avec Madame Leflemme parce que malgré le masque, je sens qu'en cuisine, ici, on est en plein boulot. C'est bientôt l'heure de déjeuner. On va aller voir comment ça se passe, justement, une rentrée dans les cafétérias avec 1800 élèves à nourrir. On vous suit, Madame Leflemme? Très bien, bien sûr. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Evan. Sacré challenge de nourrir 1800 estomacs. On va passer maintenant à notre rubrique emploi. Dans cette période d'incertitude économique, France 3 se mobilise pour vous accompagner. Nous tenterons ici de vous livrer chaque jour des conseils pratiques et nous mettons aussi en lumière un métier. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le métier d'auxiliaire vétérinaire. Rencontre aujourd'hui avec Amandine. 2 et 3. Attends, la jolie. Elle n'est pas très bien dessus. Voilà. Je m'appelle Amandine, j'ai 25 ans. Je suis auxiliaire spécialisée vétérinaire depuis 2 ans. J'ai toujours été passionnée par les animaux. Et un jour, je me suis dit que je voulais vraiment me lever le matin et aller au travail avec le sourire et faire un métier vraiment qui me plaît. Donc pas de sonde. Pas de sonde. Allez. On ira dire le professeur Chelboul qui... C'est un travail qui est vraiment très polyvalent, donc ça me correspond. On travaille vraiment en équipe, c'est-à-dire que le travail que j'apporte moi est vraiment différent de celui du vétérinaire. C'est comme un médecin avec une infirmière en fait. Que nous, on ne peut pas prendre l'initiative d'ajouter un traitement ou de retirer un traitement, on doit toujours s'en référer au vétérinaire. On est l'image de la clinique, c'est-à-dire que quand les gens entrent dans une clinique vétérinaire, en général, ils tombent sur la SV. C'est bien, chef, hein. Allez. Tu la sens qu'elle le boit? Parce que moi, je la vois pas du tout bouger. On va s'occuper de ce qui est soins au niveau des animaux hospitalisés, leur suivi, leur bien-être aussi. On fait beaucoup de nursing, donc c'est nous qui les caressons, c'est nous qui les promenons, on les maintient au propre. Et si c'était mon animal qui est hospitalisé plusieurs jours dans une cage, dans un environnement bruyant, stressant, mais j'aimerais oui, qu'il y ait des gens qui viennent, qui prennent 5 minutes pour lui faire une caresse, lui dire un petit mot, le rassurer un petit peu. Qu'est-ce que t'as fait, mon grand? Ouais, c'est bien ça. On a des animaux qui restent hospitalisés très longtemps, ça arrive jusqu'à 2-3 semaines des fois. Donc forcément, on peut établir un lien et quand l'animal rentre chez lui, on est très content. Mais voilà, et quand ça se finit mal, ça peut nous arriver d'être triste quand même. Oui. Quand je rentre le soir à la maison, j'y pense beaucoup. Ça m'arrive même apparemment de rêver la nuit, de parler de piqûres, d'animaux. Donc oui, c'est assez prenant. Non, bien au bois. Voilà. C'est tout, mais c'est rien. Il y a aussi beaucoup de relations avec les propriétaires et c'est un aspect qui me plaît. Et il y a beaucoup de gens hyper reconnaissants qui nous envoient des courriers pour nous remercier l'équipe. Ça, c'est vraiment un chouette aspect du métier. Voilà pour ce joli portrait d'Amandine. On poursuit la discussion avec vous, Lucie Lepec, responsable pédagogique au Centre de formation pour adultes AP-Forme Laval. Alors, le métier d'auxiliaire vétérinaire, c'est un métier de contact, on vient de le voir. Vous formez chaque année une centaine d'étudiants. Quels sont leurs profils? J'imagine qu'ils sont tous passionnés par les animaux. Oui, de base, oui. Il faut quand même aimer les animaux. De formation aussi, secrétariat, accueil quand même, effectivement. La relation avec les propriétaires est aussi très importante. C'est, comme elle le disait bien, la première image de la clinique qu'on voit et aussi la dernière. Donc, et quel est le profil de vos étudiants? Bon, beaucoup de jeunes filles, hein, comme on peut le dire, comme on l'a vu. On n'a que 3% de garçons, nous, par exemple, à Laval. Très féminin, sortie de bac, beaucoup. D'autant que nous sommes sur une formation en apprentissage, donc un créneau 18-30 ans, mais qui est vraiment chez nous 18-25 ans. Alors, c'est un métier plus polyvalent qu'il n'y paraît. C'est ce qui surprend les étudiants quand ils arrivent? Oui. Certaines pensent vraiment faire beaucoup de soins aux animaux et selon la clinique dans laquelle elles travaillent, elles peuvent faire beaucoup plus d'accueil et de secrétariat et dans d'autres être très polyvalent et toucher vraiment à tout. Magali Chi, c'est un métier que vous connaissiez, auxiliaire vétérinaire? Oui, j'ai des filles qui étaient très intéressées. Maintenant, évidemment, elles grandissent. Quand elles sont petites, elles adorent avec les animaux, mais là,
Ça a changé. On est un peu comme les métiers de la petite enfance, effectivement, qui attirent beaucoup les jeunes filles. Alors, vous êtes la seule formation diplômante dans l'Ouest. Comment devient-on auxiliaire vétérinaire, alors ? Et donc, il faut avoir le bac. Ça, c'est un des prérequis pour rentrer en formation et avoir un employeur, donc pour un contrat de travail en apprentissage. Pour rentrer en formation, donc il dure 2 ans, avec une alternance d'à peu près 1 semaine chez nous par mois. Et pourquoi la formation en alternance est capitale dans ce métier ? C'est un métier très pratique où il faut pratiquer. Effectivement, vous voyez la contention de l'animal tout à l'heure pour le déplacer. Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre à faire au quotidien. Nous, effectivement, il y a des bases théoriques, il y a des TP de mise en situation, mais il faut pratiquer. Il faut avoir une forme physique olympique pour devenir auxiliaire vétérinaire quand on regarde les gros matous qu'elle avait apportés. Ils sont en duo, s'il le faut. Le vétérinaire peut aider l'ASV lors des grosses contentions. On reste là surtout sur des métiers de canin félin, là, de centre-ville, effectivement, des petits animaux quand même. En rural, le vétérinaire se débrouille en général avec l'éleveur. Alors, et pour ceux qui souhaitent opter pour la formation continue, quelles sont les autres voies possibles? Alors, la formation continue, APForm le propose sur Paris et sur Aix-en-Provence en manière continue, mais ce n'est pas la principale. Quelle est la différence entre la formation d'apprentissage, mis à part la mise en pratique? La durée de formation. Combien de temps? Alors, elle doit durer à peine 1 an en formation continue, pour 2 ans chez nous. Et auxiliaire vétérinaire, c'est un métier qui ne connaît pas la crise? Non, là, elles ont bien travaillé, même pendant le confinement, de manière réduite et spécifique, avec la réglementation qu'il y avait à ce moment-là. Mais malgré tout, les propriétaires ont eu le temps d'observer leurs animaux pendant cette période de confinement. Et au contraire, ils ont plutôt une augmentation d'activité. Et combien gagne-t-on quand on est auxiliaire vétérinaire? Alors, une ASV auxiliaire vétérinaire reconnue donc, par notre titre d'APForm peut prétendre pour l'échelon 5 de la convention collective des vétérinaires à environ 1 400 € net. Et quelles sont les perspectives d'évolution de carrière? Alors l'évolution, ça va être dans la spécialisation, soit justement du front office ou du back office, vraiment dans de l'accueil ou du plateau technique en chirurgie, dans les centres hospitaliers par exemple. Mais après, pour passer, si l'idée derrière c'est de passer en tant que vétérinaire, c'est pas la voie idéale. Il n'existe pas de passerelle entre auxiliaire vétérinaire et vétérinaire? Il faut retourner en école de vétérinaire, repasser les concours ou le parcours Parcoursup. Ça, voilà. c'est Il n'y a pas de passerelle là. Ah, je vois que vous faites une mine un peu déconfite en parlant de Parcoursup. Oui. Ça laisse beaucoup d'élèves sur le bord de la route, Parcoursup. Et justement, c'est dommage de voir qu'on ne peut pas faire de passerelle entre auxiliaire vétérinaire et vétérinaire. C'est aussi un des bémols, des gros bémols du système français finalement. Oui, je pense qu'il faudrait revoir un peu tout ça. Et puis, le manque de présence et d'explications sur plusieurs métiers dans les lycées pour expliquer comment on peut aller à tel endroit ou tel endroit, ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il y a un manque. Et là, avec le protocole sanitaire, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Ouais. C'est ce que vous craignez, vous aussi? Là, il n'y a pas d'équivalence, effectivement. À l'inverse, on est dans un lycée agricole qui, là, à l'inverse, on peut trouver... on est plutôt bien doté dans le ministère de l'Agriculture pour faire des équivalences de diplômes. Là, à la rigueur, ça marche mieux. Mais effectivement, ASV, Veto, c'est un peu sectorisé. Et justement, vous êtes la seule formation diplômante dans l'Ouest. Qu'est-ce que ça implique? Il n'y en a qu'une seule diplômante? Oui, reconnue en Comment tant ça que se titre. fait? Parce que vous disiez qu'il y avait beaucoup de demandes. Quand même, Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie. Le plus près, après, pour nous, c'est Bordeaux et la région parisienne, Rambouillet. Donc, non. Ça répond en même temps au nombre de vétérinaires qui demandent. Effectivement, il y a une demande de stagiaires importante pour une offre vétérinaire qui est plus restreinte. Alors, pour ceux qui souhaitent, sait-on jamais, changer de voie et pourquoi pas devenir auxiliaire vétérinaire, avez-vous pensé à vous renseigner sur votre compte formation? C'est notre conseil du jour, regardez. Au fait, j'ai combien sur mon compte de formation? Le montant en euros s'affiche sur votre CPF, votre compte personnel de formation, sur le site Mon compte formation. Pour l'activer, vous avez besoin de votre numéro de sécurité sociale, d'un téléphone et d'un mail. Sur ce site, vous pourrez aussi chercher une formation dans votre région ou à distance et connaître son coût. C'est vous qui décidez quoi faire de ces droits accumulés grâce à votre travail. Avant de vous lancer, votre conseiller en évolution professionnelle, votre CEP, peut vous aider à préciser votre projet. Vous le trouverez sur le site mon-cep.org. C'est important et c'est gratuit. Alors faites-vous confiance, tout le monde a sa chance.
Je crois que sur ce plateau, il y a quelqu'un qui va aller sur son compte formation. Vous connaissiez pas Magali Hichet? Pas du tout. Eh bien, ça tombe bien, ça sert à ça. Je me coucherai moins bête ce soir, hein, mais je vais y aller. Je vais voir. Et vous connaissiez, vous, Lucie Lepec? Forcément. C'est un des systèmes de financement pour des personnes qui souhaitent se reconvertir, effectivement. Alors, c'est la fin de ce premier volet accès emploi. Merci beaucoup, Lucie Lepec, d'avoir été avec nous pour cette première et pour toutes vos explications. Alors, l'autre thème qui nous est très cher aussi dans cette émission, c'est cette idée de solidarité. On l'a vu tout au long de cette crise sanitaire que nous traversons avec le Covid-19. Ensemble, on va continuer à rester solidaires et pour cela, on vous a concocté une boîte à idées. Voici comment devenir, par exemple, bénévole aide aux devoirs. Ça me plairait bien de faire de l'aide aux devoirs. Et si tu t'inscrivais dans une assoce? La plupart des associations d'aide aux devoirs demandent un engagement minimum d'1 heure par semaine au domicile de l'enfant ou près du lieu de travail. Tous les niveaux sont concernés, du CP à la terminale. On choisit la matière qu'on souhaite enseigner en fonction de ses goûts et de ses compétences. On se met d'accord avec la famille sur l'horaire, le soir, le mercredi après-midi ou le week-end. Des centaines d'associations existent, des plus petites aux plus grandes, comme Entraide Scolaire Amicale. Catherine a 29 ans et elle est bénévole aide aux devoirs dans son village depuis bientôt 3 ans. Je m'occupe notamment d'un adolescent qui est en 3e. Donc ensemble, on travaille 1 à 2 heures par semaine, notamment les maths, le français et l'histoire. J'ai commencé à faire ça parce que j'étais moi-même en échec scolaire il y a quelques années et que j'avais bénéficié de cette aide à ce moment-là. Ce qui est formidable, c'est que je me rends compte à quel point on progresse ensemble, mais que ça soit de son côté comme du mien. Et généralement, c'est vraiment très gratifiant des deux côtés. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour devenir bénévole pour l'aide aux devoirs. Car l'éducation, c'est le premier des devoirs. Et bien évidemment, ici en Bretagne, près de chez vous, de nombreuses associations proposent leur aide. C'est le cas de la vôtre. Guy Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association de soutien scolaire de Cancale. Merci d'être avec nous. Tout à fait. Alors, ils n'ont pas dit trop de bêtises dans leur vidéo, c'est nickel. Non, on est d'accord, on peut partir. Donc, comment est née votre association, vous, à Cancale? Alors nous, notre association de soutien scolaire date de plus de 25 ans. C'était une section du Secours catholique. Et en 2014, les bénévoles ont souhaité être indépendants et être neutres de tout. Donc on a monté une association en accord avec le soutien scolaire, avec le Secours catholique. On n'a pas du tout fait 2 associations. C'est la globalité, c'était les mêmes personnes. Sauf qu'on s'est mis indépendant de tout parce qu'on voulait absolument être neutre de tout. On est une association de... Combien de bénévoles alors? Alors nous sommes 31 bénévoles pour 42 enfants, donc primaire, collège, et pour 47 heures par semaine de données. Alors en cette rentrée scolaire inédite et après une année scolaire tronquée, on a plus que besoin de bénévoles? Alors tout à fait, sachant que vu ce qui s'est passé, donc les mois passés, on a beaucoup de demandes de parents pour justement faire une remise à niveau, ce qui est en soi normal. Donc là, actuellement, on est en train de mettre en place l'année 2020. On commence le 28 septembre avec les inscriptions courant septembre. Avec une mise en place, on a mis un protocole sanitaire avec port du masque obligatoire. En plus, on a distanciation, parce qu'on a des locaux mis à disposition par la municipalité. Donc les tables, on les dispatche pour éviter d'être collés, parce que nous, on fonctionne dans des locaux mis à disposition par la municipalité, et c'est un bénévole, un enfant. Et puis à côté de ça, vous me disiez en préparant cette interview que finalement beaucoup de bénévoles étaient retraités. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur finalement Alors c'est bien le débat qu'on a eu, on a fait un débat, tout est relatif. On a eu une petite réunion ensemble pour justement discuter de ça. Donc on a décidé de mettre un masque, que ça soit pour l'enfant, quel que soit l'âge, et le bénévole. Parce que justement, on a la majorité de retraités. Donc, on essaye de se protéger. Alors, on a arrêté le soutien scolaire l'année dernière en mars, comme tout le monde. Et donc, on reprend
quand même là au 28 septembre, puisqu'on a une forte demande. Et ça nous embête énormément de laisser tomber les enfants, sachant qu'ils ont énormément de demandes. Je vois Magali Hichet qui réagit. Finalement, ce sera hyper important, le soutien aux enfants au vu de l'année tronquée. Ben oui, alors l'entraide s'est faite depuis le mois de mars entre familles, hein, il y a eu beaucoup, mais il y a aussi besoin de ce lien social pour tout le monde, que ce soit pour les retraités ou pour les élèves, et ce lien social, il est hyper important pour que l'année soit la plus sereine possible. Oui. Donc évidemment, et pour les parents, c'est une inquiétude de savoir que l'année dernière, on n'a pas tout à fait fini le programme. Cette année, on repart un peu comme si de rien n'était. Est-ce qu'on peut dire ça? Ben oui, parce qu'en fait, moi j'ai une fille qui était en CP l'année dernière. Elle a fait que jusqu'au mois de mars. Bon, j'ai pas de souci particulier parce que j'étais derrière comme tous les parents, hein, je pense, mais on a toujours peur qu'ils aient manqué une partie ou autre, et on pense aussi aux enfants qui n'ont pas de facilité aussi, et évidemment qu'on des soucis, donc on veut leur apporter notre aide, et justement qu'ils viennent soit à l'association ou chez nous, puisqu'on est une association également, ils peuvent se rapprocher au niveau de la FCPE. Et comment ça marche, Guy Leclerc, l'aide aux devoirs concrètement? Alors, donc nous, on fait du CP à 3e, voire plus si bénévole, bien sûr. Et donc, je vous disais, c'était un bénévole et un enfant. Alors, en règle générale, on les a donc, au minimum 4 ans d'affilée, parce qu'on a toujours on a un lien qui se crée avec l'enfant. Donc, souvent, c'est le même bénévole qui le suit jusqu'en 3e. Hein, et donc l'enfant, c'est-à-dire on ne fait pas d'enseignement, on refuse parce que chacun a son rôle. On est là pour être en complément et aider. Alors principalement, je dirais, les enfants, ils arrivent et c'est eux qui nous disent. On veut absolument qu'ils se prononcent sur leurs difficultés. Hors de question pour nous de faire de l'enseignement, on prend ce que l'enfant nous demande. Et ce qu'il propose aussi. Ce qu'il propose. Et donc on travaille avec lui. Et ce qui fait qu'on a des liens extraordinaires avec les enfants. Et vous me disiez aussi que vous travaillez beaucoup aussi la confiance en soi. Oui, tout à fait. Ben, justement, le fait que c'est l'enfant qui vient à nous, on est là pour lui, on l'aide. Donc il y a une confiance, et puis l'enfant, il vient au devoir, bon, il a le sourire, et les parents sont ravis parce que comme moi aussi, j'ai été parent, bien sûr. Enfin, je suis et dernière toujours. Petite question, quelles sont les 3 qualités requises pour devenir bénévole, pour être bénévole? Alors, déjà, je dirais comment on peut dire, on n'a pas besoin d'avoir été dans l'enseignement. Ouais. On a, je dirais, les enseignants, c'est à peu près 30%. Le reste, c'est des gens qui viennent du privé, du public, mais on n'a pas... C'est, je dirais, je ne sais pas comment on dit ça, la convivialité, je sais pas, c'est un peu de chaleur humaine. C'est de la chaleur humaine, ouais, c'est ça. C'est surtout ça qui fait qu'il y a des rapports qui se forment entre les parents, bien sûr, l'enfant et nous. Super. Merci beaucoup, en tout cas, Guy Leclerc, pour votre retour d'expérience. J'espère que ça va donner des idées aux téléspectateurs qui nous regardent. Bon, avant de se quitter, on va faire un dernier saut direction Beaumont-Redon, où nous attend Evan. Et je crois que ça sent bon là où vous êtes. Et oui, Anne Fantet, moi je commence personnellement à avoir faim. Je suis avec Monsieur Sergenko, qui est l'intendant de la cité scolaire Beaumont-Redon. Vous êtes un peu le grand maître de la cantine. Qu'est-ce qu'on mange ce midi d'ailleurs? Alors nous avons du sauté de porc, de l'escalope viennoise, avec de la semoule et des trios de légumes. Bon voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. Je m'avance un peu, mais en tout cas, vous êtes là pour nous parler avant tout de comment est-ce que se passe la cantine en mode Covid. Alors je vous laisse nous montrer un peu le parcours d'un élève. Voilà. Donc les élèves ici, les collégiens arrivent par cette porte-là. Ils commencent par se désinfecter les mains au gel hydroalcoolique. On a un surveillant ici qui fait respecter les flux et qui en même temps donc, fait respecter le fait que le lavage des mains est bien assuré. D'accord. Une fois que la main est lavée, ils prennent un plateau au distributeur. Ah, distributeur de plateau, c'est moderne. Et ensuite, on passe dans la chaîne. Donc, on commence ici par le plat chaud. Ensuite, ils prennent le pain ici. D'accord. Ils prennent les éléments froids ici. Donc ça n'a pas changé par rapport à ça avant. n'a pas changé. Entrée, fromage, dessert.
Et ils prennent ici le verre, couvert, serviette. Et ils vont ensuite là-bas. Eh ben on y va, alors on y va. On fait dans la tout salle de restaurant. Tout comme un lycéen. Moi, ça y est, je suis revenu sur les bancs de l'école, dans le réfectoire. Et alors, est-ce que le réfectoire, vous y appliquez la distanciation sociale ? Non, parce qu'il n'est pas possible, si on veut accueillir l'ensemble des 1500 élèves qui mangent le midi, de le faire. Donc, on a réinstallé les salles telles qu'elles étaient avant. Et donc, forcément, ils s'assoient sur ces places-là, sans distanciation sociale. Sachant que le masque est obligatoire jusqu'à ce que les élèves soient assis. Et ils le remettent quand ils sortent de table. Alors, d'accord, très bien. Alors justement, on va faire venir Madame Leflemme, la proviseure de la cité scolaire. Merci beaucoup. Comment est-ce que vous gérez le brassage de tous ces élèves ? Alors, on a d'abord réfléchi à un passage par niveau et par classe. Donc, les élèves passent avec leur classe et se restaurent dans un espace dédié. Ah, donc ils ont intérêt à être copains avec leurs camarades de classe. Ah bah oui, voilà. De toute façon, ils sont ensemble toute la journée. Et ça n'a pas suffi, en fait. Le premier jour, on a eu un très gros attroupement devant l'entrée du self et on a dû repenser encore notre système en le complexifiant, en appelant les niveaux d'élèves dans un autre espace de l'établissement pour qu'ils viennent par petits flux, par petits groupes. Une sorte de salle d'attente. Voilà, c'est ça, au niveau de l'entrée du self. Et là, ça a fonctionné. Et on voit à l'entrée, vous avez fait un aménagement, il y a du marquage au sol. C'est ça. Il y a carrément une grille vraiment pour organiser les flux d'élèves. Voilà, quand il y a un petit flux, à ce moment-là, on peut venir dans cet espace et passer à la cantine. Alors que quand il y a trop de monde, ça n'est pas possible. Bon, alors pour finir sur une autre initiative que vous avez ici, on va repasser le micro à Monsieur Sargenko. Je vous laisse lui donner le micro. Vous avez aussi mis en place ici une politique pour nourrir les étudiants, les élèves avec des produits locaux et bio. Parlez-nous-en un petit peu parce que ça a le mérite d'être mis en lumière. Voilà, donc une partie des produits qu'on achète sont des produits bio et locaux. Donc en particulier sur les fruits et légumes, un petit peu d'épicerie, du lait bio également. Et cette année, donc, on a mis en place du pain bio qu'on achète chez un boulanger local. Super. Donc pour l'instant, c'est uniquement une partie pour voir si les élèves apprécient le pain. Bon bah comme quoi, je vous coupe parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais comme quoi c'est possible, c'était ça le message que je voulais faire passer, de nourrir 1800 élèves en bio sur 3 services, puisqu'en plus vous êtes en internat ici. Merci beaucoup. Merci à Madame la proviseure aussi. Et puis je vous dis à demain pour un nouveau sujet. Et puis moi je prends mon plateau, c'est l'heure de manger. Anne Fontaine, je t'attends. Je te réserve une place à la cantine. Tu vas m'attendre un petit moment. Merci beaucoup Evan. Bon appétit. Et puis bon appétit aussi à ceux qui nous regardent depuis chez vous. On était très contents de vous retrouver pour cette première de la saison. Ensemble, c'est mieux, c'est déjà fini. Demain, notre dossier du jour sera consacré à l'immobilier. Quelle nouvelle donne post-confinement ? Je peux vous le dire déjà, la Bretagne reste toujours autant attractive. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette première. À suivre dans une poignée de minutes, votre journal régional.